Alors, mesdames, messieurs, chers amis, nous allons avoir maintenant une discussion. Moi-même, je remplace Jean-Jacques Rouche, qui a été souffrant, donc ça fait un petit peu au pied levé. Vous voudrez me pardonner mes maladresses. Nous allons avoir une discussion sur le thème de la laïcité en rapport avec l'éducation populaire. Il faudra peut-être rappeler ce que c'est que l'éducation populaire. La laïcité, sans doute aussi. Alors, pour en parler, j'ai autour de moi un plateau très hétérogène, je dirais presque conflictuel, parce qu'il y a à ma droite Jean-Michel Ducomte, dont je vais parler plus longuement, mais qui est le président de la Ligue, le président national de la Ligue de l'enseignement. Et il y a à ma gauche, bien sûr, son rival de toujours, le vice-président, dont sans doute l'aspiration première est de prendre la place du premier, comme toujours, le numéro 2. Donc, évidemment, c'est un peu un débat tendu que nous allons avoir. Donc, la Ligue de l'enseignement, on disait autrefois la Fédération des œuvres laïques. Il faudrait peut-être rappeler le mouvement sémantique qui s'est fait, peut-être. Et donc, quand même, je présente les intervenants. Jean-Michel Ducomte, professeur de droit public, professeur à Sciences Po, comme on dit. Voilà, c'est ça. Avocat à la Cour, spécialiste en droit public. Il est président du CIDEM, Civisme et démocratie, depuis 2008. Il est en outre président national de la Ligue de l'enseignement depuis 2003. Ses études et recherches orientées vers le droit l'ont également conduit à des engagements dans la société dont témoignent de nombreuses publications, très nombreuses. Je ne les citerai donc pas parce que c'est vraiment Jaurès. J'ai lu récemment des choses sur Jaurès, mais enfin, c'est pas possible sur la laïcité, bien sûr, beaucoup. Pierre Tournemire, donc le vice-président de la Ligue de l'enseignement en charge de la laïcité, instituteur à l'origine. Sa carrière professionnelle a été faite au sein de la Ligue de l'enseignement comme permanent régional Midi-Pyrénées, d'abord de 1973 à 1982, puis secrétaire général de la Fédération des œuvres laïques de Haute-Garonne, 1982 à 1992, et comme secrétaire général adjoint national de 1992 à 2009. Il a réussi à vous évincer alors. Oui. Vous avez pris la retraite. Mais pour les présidences, il n'y a pas de retraite normalement. Non. Alors, c'est ad vitam. Alors, il y a eu diverses responsabilités dans d'autres organisations laïques, notamment au Comité national d'action laïque et à la jeunesse au plein air, également des publications, en particulier quelques articles du Dictionnaire de la laïcité, qui est un ouvrage de référence. Je crois que. Et Jean-Michel aussi. Bon. Alors. Bien sûr, je ne vais pas faire de véritable introduction, mais la laïcité est une chose qui à la fois est franco-française, puisqu'il y a même des pays dont le langage ne connaît pas, n'ont pas de mots pour l'exprimer, mais en même temps, c'est la question des rapports entre les religions et la société, et dans la période que nous vivons, les lignes bougent. Les analyses sont très variées en disant est-ce que c'est le fanatisme qui va triompher, enfin. Il y a des inquiétudes et des montées même quand il y a l'inquiétude, la colère, la violence. Il s'agit sans doute de toujours défendre. Est-ce que cette laïcité qui serait menacée, est-ce que les mouvements laïques, est-ce que la Ligue de l'enseignement, d'autres réseaux qui sont dans cet esprit ne sont pas en train de perdre la main aussi, puisque par la montée de sensibilités autres ou nouvelles. Alors, c'est peut-être ça. Est-ce que laïcité, éducation populaire, est-ce que l'éducation populaire n'est pas en train d'être sur la défensive, Mais en même temps, Jean-Michel Ducomte, vous parlerez en premier, ou tu parleras en premier. Je ne sais pas ce qu'il faut. Je fais de la radio par ailleurs. On se vous voit toujours avec. C'est une politesse par rapport à. Mais dans un public comme ça, j'ai une petite incertitude. Donc j'étais trop long.
je vous te donne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors d'abord un démenti, hein, c'est toujours important de commencer par démentir les propos qui ont été tenus antérieurement. La laïcité n'est pas une réalité franco-française. Ce serait dramatique d'ailleurs si c'était une réalité franco-française. Ce serait le constat à la fois d'une singularité. Ah oui, c'est vrai, je ne suis pas un homme de radio. Ce serait le constat d'une singularité dont on pourrait considérer que sa dimension hexagonale la rend victime du syndrome d'Astérix, village assiégé, donc un petit peu dommage. Et en même temps, ce serait ignorer la portée d'universalisation que l'on doit reconnaître aux principes qui la fondent. Deux mots peut-être sur ce qu'est la Ligue de l'enseignement. C'est une vieille dame qui est née au XIXe siècle, en 1866, et qui est née d'une exigence, et c'est totalement en relation avec le sujet de cette table ronde, qui est née en relation avec l'exigence éducative, ou plus précisément, qui est née du constat de ce que l'ignorance ou l'absence d'éducation pouvait devenir un facteur de dérive non démocratique. En clair, le constat qui a été fait par le fondateur de la Ligue de l'enseignement en 1866, c'est qu'on avait donné au peuple français, certes dans sa dimension uniquement masculine, le suffrage universel en 1848 et qu'il s'était empressé de voter pour un président bonapartiste et pour une assemblée monarchiste. Alors, il y avait vraisemblablement une difficulté qui était à l'origine, précisément, de ce dévoiement de l'usage du suffrage universel, c'était le défaut d'éducation. Et donc, il fallait, comme le disait Edgar Quinet, enseigner le peuple. Donc, lui permettre de comprendre les enjeux auxquels il se trouvait confronté dans l'espace démocratique. Les deux idées de laïcité, d'éducation ou d'éducation populaire, puisque c'est le terme liminaire, enfin celui qui éclaire cette table ronde, semble-t-il, et on le voit dès les origines de l'engagement de la Ligue, mais d'autres mouvements également, sont intimement liés. Intimement liés parce que ils s'inscrivent l'un et l'autre dans une logique d'émancipation. D'émancipation par le savoir, c'est la fonction de l'éducation. Je ne voudrais pas entrer dans le détail, mais vous avez une intéressante anthologie de l'éducation populaire qui a été écrite. J'en ai assumé une partie de la responsabilité avec Joël Roman et Jean-Paul Martin. Et nous avons essayé de démontrer comment, notamment à partir des idées de Condorcet, puisque c'est un petit peu le père fondateur de l'éducation en général, et de l'éducation, enfin l'éducation moderne et de l'éducation populaire, comment finalement lui avait posé les bases d'une éducation à visée émancipatrice. Donc le savoir est un outil d'émancipation des individus. Mais la laïcité est aussi un outil d'émancipation. Il fonctionne pas nécessairement sur le même registre. Disons que la laïcité repose sur l'idée que l'émancipation a sa source également dans l'affranchissement des individus par rapport aux assignations idéologiques trop fortes, par rapport aux principes d'autorité. Et j'ai coutume de dire que lorsque on débat de laïcité, il faut, comme premier élément de la compréhension de ce qu'est la laïcité, revenir au terme même de l'article 1er de la Déclaration de 1789, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Sur le terrain des principes, il me paraît difficile d'avoir d'affirmation plus forte, précisément, de ce que peut être la fonction émancipatrice de la laïcité. Et éducation d'un côté, ou éducation populaire d'un côté, et laïcité ont un petit peu cheminé de façon parallèle au service de cette logique émancipatrice tout au cours du XIXe siècle. Alors, on a beaucoup insisté sur ce qu'on a appelé la guerre des deux France, qui traverse ce XIXe siècle, dont on peut considérer qu'elle s'achève pour partie en 1905. C'est une guerre des deux France, une guerre des deux jeunesses, où on voit à la fois l'autorité religieuse d'un côté et les courants laïcs de l'autre, essayer de s'approprier la formation des consciences.
D'où l'importance de la question scolaire dans cette guerre de France, beaucoup plus que l'importance de la question des relations Église-État qui n'intéressait pas grand monde au XIXe siècle. Le Concordat avait soldé, pensait-on, une partie de difficulté, et en clair, le Concordat avait cet immense avantage de faire que la pratique des cultes était sous l'autorité financière de l'État. Donc, comme Bonaparte était quelqu'un de relativement cynique dans la lecture qu'il faisait des situations organisées par le droit, il disait qui paye tient. Donc on les tient parce qu'on les paye. Et à partir de là, la question est pour l'essentiel. Non, la question importante, c'était celle de la formation des esprits. D'où l'importance de la question scolaire, du débat scolaire. Le combat contre la congrégation, par exemple, au XIXe siècle, est un combat qui tourne autour de la question éducative. Les prises d'opposition ultramontaines, dont on verra le point d'aboutissement dans le syllabus de Pie IX, c'est une volonté, j'utiliserai un terme gramscien, j'ai une grande sympathie pour Gramsci. Lors d'une prochaine table ronde, j'en parlerai beaucoup de Gramsci. Je pense qu'il y a dans ce combat au XIXe siècle un véritable combat culturel, la recherche d'un bloc hégémonique. Et le bloc hégémonique, on le construit au travers de la fonction éducative. Donc, le combat laïque est évident dans cette démarche émancipatrice. Et ce combat laïque qui se matérialise par la guerre de France va s'accompagner également d'un combat réellement éducatif. Alors, éducatif, certes, la question laïque y renvoie, puisque j'ai évoqué l'importance de la question scolaire dans le débat laïque, mais la question éducative en elle-même est importante. Et on voit en particulier dans la filiation de Condorcet toute une série de courants, il y en a trois essentiellement, qui se dessinent au XIXe siècle également, et qui démontrent l'importance de cette éducation populaire. Éducation populaire qui est une éducation qui va au-delà de l'enseignement, qui est une éducation tout au long de l'existence, permettant aux individus en permanence d'avoir une lecture pertinente du monde qui les entoure. Et trois courants vont se dessiner d'ailleurs qui vont essayer de s'approprier cette logique d'éducation populaire. Ce qu'on pourrait appeler un courant laïque et républicain. C'est en clair celui d'où naîtra la Ligue de l'enseignement. Nous sommes les héritiers de ce courant laïque et républicain, considérant que l'éducation populaire, c'est d'abord la mise en œuvre de la raison comme outil de compréhension du monde et outil de diffusion des savoirs. Il y a un deuxième courant, on ne peut pas l'ignorer, qui est aussi un courant confessionnel. En clair, ils ont bien compris, les confessionnels aussi, que la question éducative était importante. Il ne s'agissait pas de se dire uniquement porteur d'une conviction, encore convenait-il de définir les modalités selon lesquelles cette conviction allait irriguer ce qu'on n'appelait pas encore l'opinion publique. Et donc eux-mêmes vont entreprendre une logique d'éducation populaire qui va évoluer avec le temps, qui, on pourra en dire deux mots si vous voulez, notamment avec le basculement à gauche de l'éducation populaire confessionnelle, avec le sillon de Marc Sagnier, à partir des années 1930, mais aussi après le deuxième conflit mondial. Et puis un troisième courant, qui est le courant populaire, enfin le courant ouvrier. On l'a beaucoup ignoré, ce courant ouvrier, c'est intéressant, c'est démonstratif du fait que lorsqu'on est victime d'une oppression particulière, c'est Fernand Pelloutier qui avait cette formule que je trouve très belle et très juste. Il faut avoir la science de sa misère. Il faut être capable de comprendre la nature de l'aliénation dont on est victime. Et on verra tout au cours du XIXe siècle des mouvements comme en particulier les socialismes utopiques. Je pense notamment à Fourier, puisqu'il a consacré une part de son œuvre un peu arborescente à cette question-là. Saint-Simon, dans la pensée saint-simonienne, il y a des courants éducatifs extrêmement importants. Auguste Comte, c'est plus compliqué, mais oui, le comtisme est une démarche éducative, et ça va se prolonger. Alors, il y aura un débat au sein du mouvement ouvrier. Est-ce que véritablement c'est l'éducation ou est-ce que c'est du combat politique? Mais je veux dire, peu importe. Donc, oui, pour résumer, deux démarches qui vont fonctionner parallèlement. Deux démarches qui vont aussi évoluer. Deux démarches qui vont évoluer et qui finalement vont, à un moment déterminé, être en partie victimes de leur succès. La laïcité, c'est une évidence. C'est l'eau du robinet idéologique un petit peu aujourd'hui en France, la laïcité. Tout le monde est laïque, hein, même si certains le sont différemment des autres. Mais ce qui est gênant quand même, ça veut dire qu'il y a un débat au sein même du concept, enfin qui travaille le concept.
Sur la question éducative aussi, bien évidemment, l'éducation est toujours d'une évidence. Et l'éducation populaire aussi, quelque chose de naturel. C'est tellement naturel qu'il y a des chaînes de télévision éducatives. Enfin, l'éducation est partout. Elle n'a pas besoin d'un engagement militant. Enfin, elle n'aurait pas besoin d'un engagement militant nécessaire à mettre en œuvre ou qu'il conviendrait de mettre en œuvre afin d'élucider le monde qui nous entoure. Et en même temps, je pense que le combat n'est pas terminé. Le combat n'est pas terminé parce que, fort heureusement, la complexité sociale nous renvoie en permanence à notre obligation de réflexion sur les modalités selon lesquelles on doit la traiter, cette complexité sociale. Lorsqu'en 1905, le combat laïque donna l'impression de s'arrêter avec le vote de cette fabuleuse loi du 9 décembre, comment dire, pour ne brutaliser personne, la France vivait dans une logique de connivence idéologique. Il y avait un accord, là aussi je reviens à Gramsci, il y avait un bloc hégémonique en 1905. Alors un bloc hégémonique au sein duquel chacun s'ébattait de son côté, mais l'essentiel était acquis. C'était une société française christiano-centrée. La séparation, bien qu'elle fût, séparation, et c'est ce que dit le texte, des églises et de l'État, enfin soyons sérieux, c'était quand même une séparation entre l'Église catholique et la République française, dans le prolongement de ce qu'avaient été les combats antérieurs des républicains depuis 1870-75, peu importe. Donc, en clair, pourquoi les choses sont bien passées ? Pourquoi cette loi a été une vraie loi de pacification telle que la voulaient Aristide Briand, Jean Jaurès en 1905 ? Parce qu'il y avait un accord de principe sur ce qu'il convenait de faire ou de ne pas faire. Et finalement, après la boucherie de 14-18, les émotions, les tensions qui avaient marqué, certes, la mise en œuvre de la loi de séparation, les inventaires et des choses de cette nature-là, la pacification est survenue, puisque bon, le drame qui avait été vécu était 100 fois supérieur à ce qu'étaient les tensions modestes qui pouvaient subsister entre 1905 et 1914. La question est différente aujourd'hui. Nous sommes, et j'allais dire heureusement, c'est quand même un avantage, dans une société de la diversité. À plusieurs titres, une société de la diversité parce que des pratiques religieuses de nature un peu inédite se sont développées dans l'espace républicain français, ayant acquis un degré de visibilité qui est à la hauteur, très souvent d'ailleurs, des discriminations. Sont victimes ces pratiquants qui disent « Attendez, vous allez nous voir. Puisque vous refusez de nous voir, on va vous démontrer que nous existons. » Donc, on est en présence d'une société au sein de laquelle la laïcité a acquis peut-être une exigence d'opérativité plus importante que celle qui était initialement la sienne. La laïcité fait partie de ces valeurs qui s'usent si l'on ne s'en sert pas. Et aujourd'hui, on est dans une hypothèse où précisément il faut s'en servir de façon toute particulière. Et ceci étant posé, il me semble que, et comme j'ai quasiment épuisé mon temps de parole, j'ai encore 3 minutes, je vais rester au niveau des principes en soulignant d'abord ce qu'aujourd'hui l'éducation doit à la laïcité et ce que la laïcité, me semble-t-il, doit à l'éducation. Ce que l'éducation doit à la laïcité, c'est à peu près toujours la même chose. La même chose, mais 100 fois recommencée. L'exigence permanente de mise à distance, de neutralisation de la démarche éducative. Enfin, neutralisation de la démarche éducative et neutralisation de la fonction que remplit la démarche éducative. Neutralisation de la démarche éducative, il faut être prudent lorsqu'on évoque cette neutralisation. Rien ne serait pire que le robinet d'eau tiède. Donc moi je considère par exemple qu'à l'université, l'exigence de neutralisation de la fonction éducative des deux côtés de la barrière, du côté de la chaire et du côté de l'amphithéâtre, il faut être prudent parce que c'est un débat d'adultes avec des adultes. Alors, il faut être honnête, bien évidemment, des deux côtés. Donc il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi. Chaque affirmation doit être le plus possible étayée scientifiquement.
mais tout peut être débattu. Il faut avoir l'intelligence de considérer que tout peut être débattu, même les comportements. C'est pour ça que j'ai une très grande prudence sur la question de la contrainte appliquée à des comportements qui pourraient se manifester de la part des étudiants. Par des enseignants, je pense qu'il ne peut pas y en avoir, puisque nous sommes des enseignants soumis à l'obligation de service public. Du côté des étudiants, je pense qu'il faut soumettre à débat la question. Il faut qu'elle puisse être soumise à débat entre adultes. Donc la question, l'éducation doit beaucoup à la laïcité, de neutralisation avec les limites de cette neutralisation, mais neutralisation surtout parce que l'éducation conserve la fonction émancipatrice qui était la sienne, et il n'est pas évident, il n'est pas concevable qu'elle puisse conformer. Qu'est-ce que la laïcité doit à l'éducation? Elle lui doit beaucoup. Elle lui doit d'abord l'idée que la laïcité, c'est pas quelque chose... un petit peu qui fonctionnerait comme je ne sais quel instrument de mesure enfermé dans le pavillon de Sèvres. Il n'y a pas une laïcité qui serait suspendue dans l'espace, qui nous regarderait avec les yeux de Chimène et qui nous permettrait éventuellement de nous rassurer en jetant un regard un peu pieux sur ce qu'elle représente. Donc la laïcité, c'est un combat. Mais un combat qu'il faut aborder avec intelligence, courage. Et l'éducation permet d'abord de comprendre ce qu'est la laïcité, de comprendre à quoi elle sert. On y reviendra dans le débat, à quoi elle sert. Oui, elle sert effectivement à grandir au travers d'une logique de neutralisation du principe d'autorité. Je crois que c'est ça, pour les individus, c'est un peu ça la fonction de la laïcité. Comprendre aussi de quoi est faite la laïcité. La laïcité, elle n'est pas faite de caporalisme. Elle n'est pas faite de l'obligation pour chacun, le doigt sur la couture du pantalon, de se conformer. Enfin, la laïcité, c'est pas la Corée du Nord. Heureusement d'ailleurs. La laïcité, c'est la possibilité pour chacun d'être parfaitement libre, dans les limites de l'ordre public, d'exprimer ce qui lui paraît juste, pertinent, de le soumettre à débat, de le soumettre à un débat démocratique. Ce qui veut dire que lorsqu'on applique l'exigence éducative à la laïcité, on se rend compte qu'elle doit aussi nous permettre de nous aider dans une défiance nécessaire à l'égard des fausses évidences. Il y en a par exemple certaines qui vous sont proposées comme quasiment des recettes. J'en citerai deux. La laïcité, se reposerait sur l'idée selon laquelle il y aurait un espace public neutre et un espace privé saturé de conviction. Non. Non, enfin non, pas nécessairement. L'espace public neutre, mais rendez-vous compte si l'espace public était neutre. Ça veut dire que chacun, lorsqu'il entre dans l'espace public, aussi bien sur le terrain intellectuel que physique, les deux vont ensemble, serait amené à poser dans un vestiaire ce qu'il identifie. Un espace public de nuque, en quelque sorte, où l'on aurait à débattre que ce qui a été affirmé préalablement comme nous étant communs. Quelle tristesse. L'intérêt, précisément, de la distinction, c'est que ce qui est neutre, c'est l'espace, mais de grâce, laissons les publics être eux-mêmes. L'intérêt de l'idée d'espace public, si elle existe, c'est précisément de permettre à des subjectivités de s'exprimer. Et il y a une très belle formule que j'ai souvent coutume de citer du philosophe allemand Jürgen Habermas, qui a théorisé l'espace public, et qui dit l'espace public, c'est un lieu où s'échangent des intersubjectivités raisonnées. En clair, chacun y arrive avec ce qu'il est. Il accepte de soumettre à l'arbitrage de la raison, et sûrement du vote, les opinions qui sont les siennes. C'est comme cela que se construit le bien commun, que se construit la volonté générale, disait Rousseau, bien qu'on puisse apporter un certain nombre de relativisations à la pensée rousseauiste. Il y a une deuxième idée qui était souvent présentée comme évidente. La laïcité serait le produit d'une sorte d'universel. Universel des Lumières. Ô combien émancipateur l'universel des Lumières. Mais je pense que Jacques Derrida avait raison lorsqu'il disait que l'universel des Lumières, c'était une mythologie blanche. C'est au nom de cet universel que s'est fait la colonisation. Il nous appartient, cet universel.
Il ne s'agit pas de le rejeter, il a des composantes positives. Et si il est nôtre, donc nous devons le défendre. Mais est-ce que nous devons le défendre comme composante de quelque chose qui devrait éradiquer tout ce qui ne lui ressemble pas, ou comme élément d'un débat plus général sur la construction de quoi? De quelque chose qui nous est commun. Il y a un débat tout à l'heure sur le bien commun, je n'interviendrai là-dessus parce que ça me paraît important. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui fait problème, ce sont les failles de l'universel, les insuffisances de l'universel, ou l'incapacité à créer du commun? Et je pense que le vrai travail que nous devons faire aujourd'hui, et en cela l'éducation est importante, c'est parvenir à la compréhension de ce que chaque ressource collective ou individuelle de sens peut apporter comme contribution à la construction d'un vouloir vivre ensemble fondé sur la définition non pas d'un universel théorique, j'allais dire on s'en fout, c'est l'idéologie, c'est pas inintéressant mais c'est pas le débat, non pas de l'universel théorique mais d'un commun éventuellement évolutif qui permette à une société dans sa complexité de se tenir debout sans rien ignorer, sans rien rejeter, sans rien dévaloriser, des éléments qui en sont sains sont de nature précisément à chacun de se sentir adulte, à chacun de se sentir respecté. Et là, l'éducation, et notamment l'éducation populaire, a une fonction majeure à remplir. Parce qu'elle permet précisément de dévoiler les idées trop simples pour être honnêtes, les idées trop caricaturales pour être efficaces. La laïcité s'est construite dans la complexité. Elle doit continuer de vivre dans la complexité. Et l'éducation doit lui permettre précisément d'être fier de cette complexité. Merci. Oui, mais j'allais justement vous t'interrompre et c'est très bien. C'est un orateur de toute façon professionnel. Alors, bon. Alors, Jean-Michel, je vais passer la parole à Pierre Tournemire, mais dans ces trois courants de la laïcité, le courant, l'Église a des positions sur la laïcité, elle y tient même, surtout l'Église catholique, ça finance quand même l'entretien des bâtiments. Il y a un certain nombre d'avantages. Et oui, mais le troisième courant, le courant populaire ouvrier, lui, il est un peu en vrac. Le Parti communiste fait 1% ou 3%, ça dépend s'il y a Mélenchon ou pas. Les réseaux, les réseaux populaires, les réseaux d'entraide sont parfois remplacés par des réseaux de type confessionnel. Alors chez nous peut-être un peu moins, mais déjà un petit peu. Et dans certains pays, on voit que le PC et la religion ont fait une espèce de vase communicant dans les entraides. Et donc je me poserai, on y reviendra tout à l'heure, cette question sur ce bloc hégémonique, qui n'est plus tellement hégémonique, où vous êtes optimiste, il y a des propositions très constructives, mais je note beaucoup la présence, par exemple, du bloc identitaire, qui aurait peut-être vocation à devenir hégémonique, qui est courant. Mais enfin, bon. Alors, Pierre Tournemire, plus pratiquement, c'est un combat de rue. Il est optimiste, mais pas c'est un théoricien, vous comprenez, il faut. Alors, je vous laisse céder la parole. Merci. Bonjour d'abord à toutes et à tous. Ce qui devait se produire s'est produit, je le craignais un petit peu, mais Jean-Michel a forcément largement empiété sur ce que j'avais à dire, puisque on s'était mis d'accord au départ sur le fait qu'il devait définir un petit peu l'histoire, les concepts, les principes, pour qu'ensuite on puisse voir la déclinaison dans la pratique. Mais ce n'est pas gênant, je serai par conséquent plus bref que lui. D'abord, on ne peut pas réduire le mouvement populaire par rapport à l'éducation populaire au Parti communiste. Je pense que dans ce pays, les comités d'entreprise en particulier font un très large travail dans le domaine de l'éducation populaire et notamment au niveau du tourisme social, mais aussi sur la diffusion culturelle. On voit bien que les comités d'entreprise sont encore une force tout à fait vive par rapport à ce courant d'éducation populaire. Mais ça, je pense qu'on y reviendra dans le débat. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que, bien sûr, la laïcité, c'est le produit d'un combat pour le respect des principes, pour la promotion des valeurs. Mais si elle est devenue progressivement un bien commun, c'est parce qu'elle est vécue dans la pratique. Et je pense que, sans exagérer, dans la France profonde, les ciné-clubs en milieu rural ou la pratique sportive
ont fait très largement une œuvre utile pour faire vivre au quotidien la laïcité. Parce que la vie associative, elle permet justement de prendre du temps pour écouter, pour chercher à comprendre, pour débattre, et puis pour surtout agir ensemble, avoir un petit peu de plaisir de rencontrer d'autres qui ne partagent pas forcément les mêmes convictions, qui n'ont pas forcément les mêmes idées, mais qui se mettent d'accord pour faire des choses ensemble. Et je pense que c'est tout à fait essentiel de rappeler ça dans un climat aujourd'hui tout à fait délétère, où on voit bien quand même que la peur, la haine de l'autre s'exprime de plus en plus. Et on a vu par exemple récemment, à travers des propos et des articles concernant la ministre de la Justice, combien ces propos sont tout à fait scandaleux et méritent effectivement une réaction. Ce qui fait que ça me permet d'ailleurs de vous inviter à participer samedi prochain aux marches qu'il y aura pour justement lutter contre le racisme à l'initiative de toute une série d'organisations progressistes. Mais au-delà de ça, je crois que ce qu'il faut quand même, c'est peut-être un petit peu rassurant, Libération de ce week-end publie une étude de Vincent Tibéri, qui est professeur à Sciences Po Paris, qui a fait une analyse de l'opinion publique depuis 30 ans et qui met en évidence que, contrairement à des idées reçues, eh bien, depuis 30 ans, ce pays il est plus ouvert et plus tolérant qu'on ne le dit, et même que le racisme recule. Alors il y a effectivement aujourd'hui des propos qui peuvent démentir dans l'actualité concrète ces positions, mais sur la longue période, sur la durée, je pense que l'éducation a effectivement fait un vrai travail par rapport à la laïcité. Alors, si on veut que l'éducation populaire continue à remplir sa fonction, je pense que il faut 3 choses sur lesquelles je vais dire 2 mots. Un, dans la foulée de ce que vient de dire Jean-Michel, il faut assumer la complexité. Deuxièmement, il faut gérer la diversité. Et troisièmement, il faut offrir des perspectives. Gérer la complexité, il l'a largement développé. Je pense qu'aujourd'hui, on est effectivement confronté à toute une série de problèmes, de revendications identitaires, culturelles, religieuses, qui ont des effets un petit peu urticants dans un pays qui ne s'était pas habitué à gérer la diversité. Je pense que Jean-Michel a raison de souligner que ce bloc hégémonique dont il a parlé dans une France qui était très majoritairement, effectivement, catholique. 95%, à la fin du XIXe siècle, 95% des Français étaient baptisés. Et les normes sociales, les mariages, les enterrements, etc., étaient liés à ces rites religieux. Donc le combat n'était pas un combat sur la religion, c'était un combat politique sur qui devait diriger le pays. Et dans notre France d'aujourd'hui, ces revendications identitaires ou culturelles peuvent heurter justement des traditions, des pratiques qui nécessitent qu'on sorte un petit peu de préjugés, qu'on prenne un peu de distance, qu'on prenne aussi un peu de recul par rapport à des situations concrètes et qu'on sorte un petit peu des stigmatisations. Et par rapport à ça, je crois qu'il a tout à fait raison de souligner que le yaka, au niveau des grands principes, des déclarations un petit peu incantatoires, n'ont aucun effet dans la réalité concrète. D'autant plus que, et ça m'étonne qu'il ne l'ait pas souligné davantage, parce que dans sa perspective de là, c'est qu'aujourd'hui, la laïcité, le grand risque, c'est que justement, dans ce débat concret, qui est plus un débat culturel qu'un débat politique, la laïcité est instrumentalisée par certains. On voit bien les dérives aujourd'hui, qui fait que, alors que hier, les choses étaient relativement simples, il y avait ceux qui se battaient effectivement politiquement et juridiquement pour préserver les libertés individuelles et contribuer à l'émancipation. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans un débat culturel et idéologique qui viserait à préserver une certaine identité française qui serait forcément liée à la chrétienté. Et dans ce débat-là, bien sûr, le Front National, c'est tout à fait la droite d'abord, et puis aujourd'hui le Front National, se sont tout à fait engouffrés, qui font que il y a nécessité pour nous, républicains, parce que je pense que dans la salle, on partage largement ces convictions, qu'on se méfie de ne pas dériver sur uniquement ce débat culturel et idéologique pour revenir aux principes de droit, au cadre juridique. Et par rapport à ça, il est vrai qu'il faut souligner que le cadre juridique n'est pas celui
qui est communément admis, et qu'en particulier sur le fait que la religion devrait être reléguée dans la sphère tout à fait privée, dans l'intimité de soi, n'en rien conforme à la loi de 1905. Jean-Michel a développé, je n'y reviens pas. Ce qui est, semble-t-il, tout à fait l'essentiel, c'est que par rapport à la situation d'aujourd'hui et à la façon dont, à travers les activités associatives, on peut appréhender les choses, c'est que si la laïcité est devenue progressivement un bien commun, c'est parce que les chemins de l'émancipation et les chemins de la liberté étaient les mêmes, étaient parallèles en tout cas pour chacun. Et à travers justement l'engagement laïque, on pouvait à la fois s'émanciper donc par rapport à des préjugés, par rapport à des différentes convictions, mais en même temps, on le faisait par la liberté. Et les risques aujourd'hui, avec toute une série de volontés d'utiliser la loi, la contrainte pour faire en sorte que l'émancipation déjà soit assurée, y compris malgré eux, voire contre eux, va à l'encontre de ça et ne permet pas, je crois, une bonne appréhension qui fait que si on va vers ça, la laïcité risquerait de ne pas rester ce bien commun qui s'est progressivement imposé dans ce pays. Ce qui suppose, c'est ma deuxième partie, c'est de gérer correctement la diversité. Jean-Michel l'a un peu dit, la France est aujourd'hui devenue, c'est un fait, une société pluriculturelle. Alors, elle a toujours été, plus ou moins. Le problème, c'est que cette diversité ne se rencontrait pas. Entre un Toulousain et un Breton, ou un Alsacien, il y avait une très très grande diversité. Mais comme ils se fréquentaient très peu, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, la diversité, elle est au cœur des situations. Et dans un pays où, en plus, l'État n'a plus les moyens d'être émancipateur comme il l'a été hier, et donc il n'a plus la capacité à jouer la centralisation qu'il a pu, et un peu l'homogénéisation qu'il a pu remplir hier. Parce que quand les gens se rencontraient, c'était relativement simple. Un Aveyronnais qui montait à Paris au début du XXe siècle, il ne parlait pas un traître mot de français, il n'avait pas du tout la culture urbaine et il n'était pas du tout dans les normes d'une société de développement. Mais il savait que s'il voulait réussir, eh bien, il fallait qu'il abandonne son accent, qu'il abandonne son patois, qu'il abandonne sa langue et qu'il se plie aux normes culturelles. Et ça a permis effectivement l'ascension sociale. Aujourd'hui, cet ascenseur, il ne marche plus pareil, qui fait qu'on est obligé de retravailler autrement. Mais ça suppose que justement on prenne les situations telles qu'elles sont et qu'on ne fasse pas l'amalgame entre communauté et communautarisme. Et je pense que c'était un des grands débats aujourd'hui qui font qu'on mélange allègrement les deux notions, comme si l'aspect communautaire devenait tout à fait une atteinte à la République. Or, aujourd'hui, il y a une communauté d'affinités, d'intérêts philosophiques, sportives, culturels, permettent justement d'avoir un petit peu de convivialité, de rapport avec d'autres, et donc de pouvoir mieux s'insérer dans la société. Et puis, comme on fait rapidement quelques amalgames qui ne permettent pas la compréhension, parce que vous savez, aujourd'hui, pour le commun des mortels, une amicale d'Aveyronnais à Paris, c'est une association de convivialité et de solidarité. Ça ne pose aucun problème. Une association de Portugais à Paris, c'est déjà un peu plus suspect, mais c'est de la culture, c'est du folklore, ce n'est pas un problème. Une association de Maliens ou de Maghrébins serait forcément du communautarisme. Et si on ne veut pas justement permettre de débattre au fond des choses et donc de faire la distinction, c'est-à-dire que personne doit être enfermé dans sa communauté, personne n'est assigné à résidence, on doit pouvoir librement appartenir à plusieurs communautés, pouvoir en sortir quand on veut, mais ça reste un lieu qui permet justement la solidarité et l'émancipation. Et si on ne veut pas considérer que, à force de vouloir stigmatiser, d'essentialiser les choses, comme si une association de musulmans serait forcément repliée sur elle-même, et plus elle est fermée, et plus effectivement, elle se replie encore plus pour défendre et pour se protéger des autres. Donc c'est bien par une ouverture et par une empathie qu'on doit pouvoir gérer correctement les choses, ce qui suppose qu'on sorte effectivement de l'essentialisation. Et la vie associative est encore une fois le meilleur moyen de ça, pour qu'on n'est pas obligé de penser la même chose pour pouvoir jouer au rugby, pour pouvoir avoir des activités culturelles, etc. Ce qui suppose aussi qu'on traite correctement la gestion sociale, géographique, et que nos quartiers ne soient pas des quartiers soumis à la relégation sociale et avec difficultés. Et puis qu'on ne mette pas la laïcité à toutes les sauces.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute une série de revendications identitaires ou culturelles sont autant liées à un ressort individuel par rapport justement au délitement du lien social ou essayer de trouver un moyen justement de pallier aux carences sociales de la société, de pouvoir trouver comme ça quelques liens de solidarité. Et donc là-dessus, il n'y a pas forcément de rapport avec une atteinte à la laïcité. De même que toute une série d'autres questions qui font que ça n'est pas parce qu'on se revendique de telle ou telle religion pour commettre des actes criminels que la laïcité est en question. C'est des actes criminels, point. Et donc ça n'est pas du tout un débat laïque, c'est bien un débat juridique et social qui doit être traité comme tel. Ce qui suppose, et je terminerai par là, qu'on offre des perspectives. Si on veut que la laïcité reste effectivement une valeur, un principe et une valeur porteuse d'avenir, ça suppose qu'on donne en particulier aux jeunes, non pas le sentiment que la laïcité serait le moyen d'affirmer, de préserver une identité qui, pour eux, est au contraire tout à fait plurielle et diverse, mais qu'elle est justement un moyen d'émancipation, ce qui suppose que d'abord on se batte pour des libertés nouvelles, que la laïcité doit être facteur de libertés nouvelles, y compris si ces libertés nouvelles peuvent heurter les convictions religieuses. Mais c'est bien sur le terrain de la liberté qu'on peut justement contraindre, définir la relation avec les religions, sur la défense justement des libertés, non pas la répression par rapport à telle ou telle position. Et on voit bien le débat actuel, le débat qui vient d'avoir lieu sur le mariage pour tous, met en évidence effectivement la nécessité de préserver ce combat pour des libertés. Et d'autres combats sont amenés sur mourir dans la dignité, sur une série de choses qui sont communément admises ici, sur lesquelles on pourra éventuellement revenir dans le débat. Donc, se battre pour des libertés nouvelles, ça me semble tout à fait essentiel aujourd'hui. La laïcité, ce n'est pas un bien à préserver définitivement acquis, ça reste encore à construire dans toute une série de pratiques et de fonctionnement social. Deuxièmement, il faut aussi renforcer le lien entre l'éducation populaire et l'éducation scolaire. Et aujourd'hui, le débat entamé sur la nécessaire refondation de l'école est un débat tout à fait essentiel. Il faut effectivement que l'enseignement public dans ce pays retrouve les moyens nécessaires pour concourir à l'émancipation. Et puis, il faut aussi qu'on sorte un petit peu du débat franco-français, parce que la laïcité a sûrement des spécificités françaises liées à sa tradition, à son histoire, mais ça n'est pas un bien qui lui est propre. Elle doit pouvoir justement, sans vouloir l'imposer à qui que ce soit, mais contribuer à la gestion du pluralisme, ce qui suppose qu'effectivement, à la fois, on s'assure que le pluralisme de notre société soit bien démocratique, mais ça suppose aussi que notre démocratie respecte son pluralisme. Et pour ça, je crois qu'il y a nécessité qu'on offre ces perspectives pour que des jeunes aient envie de bâtir un avenir commun, donc de pouvoir faire des choses ensemble dans le respect des singularités, des convictions de chacun, mais dans aussi la nécessité de préserver l'intérêt général, donc de retrouver des valeurs partagées pour construire un avenir commun. Et sur ce terrain-là, admettons que s'il faut rester tout à fait ferme sur les buts à atteindre, il peut y avoir différents chemins, il peut y avoir différentes vitesses pour parvenir à ce résultat, ce qui suppose qu'on fasse le pari de l'avenir et que s'il est important, c'est pour ça que je trouve intéressant d'avoir choisi ce terme éducation populaire et laïcité, parce que s'il est important de travailler sur le sens de la laïcité, il est encore plus important, me semble-t-il, que la laïcité fasse sens pour qu'on puisse bâtir un avenir commun. Merci Pierre. Je note que tous les deux, vous avez quand même vous n'êtes pas alarmiste. Hein, il y a un aspect très, très positif. Moi, parfois, j'ai cette expression que vous connaissez, pessimisme de la raison, optimisme de l'action. Mais là, même la raison, chez vous, et vous êtes sur le terrain, est plutôt optimiste, hein, c'est ce que j'entends. Bon, mais enfin, la salle, nous avons environ 3 quarts d'heure pour discuter, pour répondre à des questions. Je ne sais pas s'il y a un troisième micro ou si c'est au contraire un des deux qui va servir. Bon, donc je passerai aux intervenants. Donc s'il y a des questions, bien entendu. Oui, bonjour. Je vous remercie de votre intervention, mais je voudrais témoigner de l'ignorance dans laquelle nous sommes. Nous,
la salle, je ne sais pas, mais autour de moi, oui. L'ignorance, parce qu'il y a un double effet, à mon sens, qui est un effet à la fois de lentille et de balayage, si on peut prendre un parallèle un peu physique. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose de ponctuel qui concerne 16 000 personnes, vous voyez ce que je veux dire, tout de suite, il y a un effet de loupe fantastique qui place ce débat au niveau d'une tragédie nationale. De même, lorsque on veut imposer une nouvelle taxe ou quelque chose de ce type-là, on se trouve dans des situations de désarroi absolu, démentis le lendemain par des syndicalistes qui, eux, connaissent leur boulot et disent « Attendez, ces histoires de bonnets rouges, ça ne nous concerne pas », etc. Donc, je pense, quand vous parlez d'éducation, personnellement, enfin, modeste citoyen, j'attendrai de la République qu'elle soit éducative. C'est-à-dire, quand il y a un problème, par exemple, d'immigration, je dérive un petit peu, mais quand même pas tellement, lorsqu'il y a un problème d'immigration, on dit « Ah, impossible d'intégrer ». Sauf qu'on ne regarde pas que chez nous, pays démocratique, pays emblématique, nous n'hésitons pas à renvoyer à l'étranger dans des endroits complètement absurdes. Quand on renvoie des gens à des endroits où ils n'ont aucune racine. Peu importe, on les envoie, on les fiche dehors, ça va bien. Hein. Ce n'est pas vrai pour tous les pays. Nous sommes un des rares pays qui expulse les sans-papiers. Moi, je trouve ça très choquant. Et je crois que sur des exemples comme celui-là, à la fois de dureté de la nation par rapport à la fraternité, par rapport à l'essence de notre République qui se veut humaniste, ça va complètement à contre-courant d'une pédagogie qu'on voudrait effectivement tous laïque. Le deuxième point aussi, c'est que la laïcité, pour moi, c'est aussi une question de devoir. Moi, quand j'étais petit, j'ai eu du mal à le comprendre. Eh bien, je trouve qu'avec le recul, je me dis qu'effectivement, il y a une question, à un moment donné, de hiérarchie, de devoir, de discipline, à un moment donné. Et donc, l'hésitation qu'on peut avoir, que disait Montesquieu, citait un petit peu, de dire on va du côté du législatif ou on va du côté de l'exécutif. Et dans un peuple libre, on peut aller de l'un à l'autre. C'est ce qui fait la respiration de cette démocratie. Aujourd'hui, on est perdu parce que le côté exécutif semble impuissant, le côté législatif semble muet. Oui, on me propose de prendre, on a pris des notes, et de prendre, d'écouter plusieurs questions, peut-être par groupe de 3. Ça fera, on verra. Oui, la laïcité n'est pas franco-française, mais c'est vrai que la France porte l'étendard. Je me pose une question par rapport à l'Angleterre, qui n'a pas les mêmes principes et qui accueille encore plus de migrants venant de ces anciennes colonies, etc., et où le communautarisme est beaucoup plus affirmé. Comment gère-t-il les problèmes, si vous le savez ? Ouais, je vais essayer de donner quelques premiers éléments de réponse. Pierre complétera. Merci. Non, mais complétera avec toujours le sens du réel qui le caractérise et que j'apprécie. Que je ne saurais pas dire, oui, c'est vrai. Je trouve intéressant que le lien soit fait entre laïcité et éducation au travers du questionnement relatif à l'immigration. Je trouve que c'est plutôt bien, parce que c'est une question qui aujourd'hui se pose fortement en France. Alors je commencerai par deux provocations, parce que c'est toujours utile d'être un peu provocateur. Je pense que l'immigration est nécessairement une chance.
et qu'un peuple qui n'accepte pas des réalités venues de l'extérieur en crève. Donc l'endogamie est mortelle. Je crois que l'exogamie est quelque chose aussi bien sur le terrain génétique que culturel de nécessaire. Nous sommes le produit de cette démarche. C'est pour ça que nous sommes vivants aujourd'hui. Et par ailleurs, j'ajouterais, ce qui est une évidence aussi, mais qui parfois n'est pas comprise, c'est que l'immigration est une machine à produire des Français. C'est ce qu'on appelle la deuxième, troisième génération. Donc l'immigration produit de la nationalité française. Et c'est plutôt bien aussi, donc il faut en tenir compte. C'est à la fois une chance et un élément de construction de l'espace humain au sein duquel nous vivons. Alors comment être éducateur? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Oui, que la République soit éducatrice, bien sûr. Mais je pense aussi que la société doit être éducatrice. C'est-à-dire que c'est bien sûr à la République d'assumer ses responsabilités. Et c'est parfois difficile de le faire parce que pour être éducatrice, elle doit être également attentive à une gestion qui ne soit pas relégatrice de la diversité. Donc ça exige d'avoir un regard sur l'urbanisme, sur le social. C'est une vision globale qu'il faut avoir sur le sujet, pas simplement sur l'éducation. Disons que l'éducation serait à ce titre un couronnement. Mais si la République ne parvient pas, au travers de ses institutions, à aller assez vite, précisément pour permettre ce mélange, c'est à nous de l'assumer. Et j'ai une vraie fierté d'être président d'un mouvement d'éducation populaire qui travaille sur le sujet. Il y a une vraie présence aujourd'hui de la Ligue et d'autres mouvements dans ce que nous appelons les quartiers. Parce qu'il faut y être. À l'égal avec les services publics, mais il faut y être aussi, même si les services publics ne sont pas là, parce que tout simplement, il y a des urgences à prendre en considération. Et on sait que finalement, les repliements identitaires sont souvent le produit de misère culturelle. Lorsqu'on n'a rien ou personne avec qui parler, on essaie de se sentir au chaud près des siens. Et donc, il y a des constructions identitaires qui se font. Je pense également aujourd'hui qu'il faut être extrêmement attentif à la nature et aux modalités des réponses qui sont apportées. J'ai tendance à considérer, et Pierre Tournemire le disait tout à l'heure, que la laïcité, c'est d'abord une liberté publique. La laïcité, ce n'est pas d'abord de l'ordre public. C'est aussi de l'ordre public, certes, mais c'est d'abord une liberté publique. Et la question du mariage pour tous me paraît intéressante, c'est que, est-ce que ça vous a pas choqué, mais sur le terrain de la méthode, de voir les crispations extrêmement fortes qui se sont manifestées à l'encontre d'une loi de liberté qui, pour moi, est une loi laïque, le mariage pour tous, indépendamment des orientations sexuelles des uns et des autres, ça, c'est une conquête laïque. C'est une loi. Et ça correspond à l'esprit de la laïcité, esprit émancipateur. Et au même moment, en amont ou en aval, vous aviez des demandes d'intervention législative pour interdire qui, dans le cadre d'une sorte d'appel vers le législateur d'une décision juridictionnelle, c'est l'affaire Babilou. Antérieurement, c'est sur la question du port du voile intégral, enfin c'était quelques temps avant. Donc, est-ce qu'aujourd'hui la laïcité, pour moi ce serait une bien pauvre laïcité que si ces seules manifestations étaient des manifestations d'interdiction. Et donc, ayons l'intelligence de débattre, de comprendre, ayons l'intelligence de montrer du doigt, lorsque cela est nécessaire, ce que j'ai l'occasion de qualifier de laïcs du lendemain. C'est-à-dire les laïcs du repentir d'abord, hein. Les laïcs du latran, ceux qui disent, bien sûr la laïcité, mais il faudra un jour que l'on répare les misères faites au curé en quelque sorte. Le curé qui vaut mieux que... Bon. C'est un peu anecdotique, mais ça mérite qu'on les dénonce, qu'on les débusque. Et je pense qu'on doit surtout aujourd'hui dénoncer les laïcs identitaires. Ceux qui considèrent qu'il y aurait une sorte d'identité fantasmée de la nation française. La question, je l'ai rencontrée tout récemment en réétudiant, alors ça vous paraîtra peut-être très lointain, le débat en Italie, lors de l'apparition du fascisme, entre Gentile et Benedetto Croce. Gentile qui va basculer dans le camp fasciste
Et Croce, c'est qui va être un des acteurs de maintien de l'idée démocratique, je dirais républicaine en Italie. Et le débat porte sur l'identité. Et Croce dit, et je pense qu'il faut relire cette anecdote de Croce, il dit l'identité italienne est une supercherie puisque la grandeur de l'Italie, c'est précisément d'être parvenu à quelque chose sans avoir terminé cette démarche, dans le respect de singularités géographiques, linguistiques, culturelles. Et Gentile dit non. L'Italie ne peut se faire que dans la mesure où on parvient à établir une épine dorsale qui soit une vraie contrainte idéologique. Et pour moi, les laïcs de l'identité sont un petit peu les héritiers idéologiques de Gentile. Il y a une dimension fasciste aujourd'hui dans ce qu'on appelle la laïcité identitaire. Et je pense qu'il est de notre responsabilité de le dénoncer. Le combat est un combat idéologique aujourd'hui. Attention, si nous ratons quelques marches, nous pouvons basculer dans quelque chose d'effrayant. Et dans ces périodes de doute culturel, ce sont souvent les populations les plus fragiles, les plus incertaines, celles qui ont à la fois le plus à demander parce qu'elles ont le moins. Ce sont elles qui sont montrées du doigt, qui sont les boucs émissaires. Le combat pour les droits de l'homme rejoint ici le combat laïque, rejoint ici le combat éducatif. Et il est, enfin pour moi, de notre responsabilité, je pense que Pierre a eu raison de rappeler le 30, il est notre responsabilité de conduire ce combat. Si on le rate, je pense que c'est la République qui sera ratée et c'est la démocratie qui sera victime. Donc, ne nous laissons pas surprendre par ces logiques identitaires. Elles sont mortifères pour la démocratie. Alors, bien sûr qu'il ne faut pas virer ou basculer dans le communautarisme. Et je pense que le modèle anglais, je ne dis pas britannique, anglais a démontré ses limites aujourd'hui. La Grande-Bretagne est confrontée à un problème, alors je ne dirais pas d'identité, parce que bon, je me méfie de la notion d'identité. C'est une notion extrêmement dangereuse à manipuler. Et il faut avoir une vraie culture universaliste pour parler d'identité. Mais je pense aujourd'hui qu'elle a, oui, démontré ses limites. La notion d'intégration n'est pas un gros mot. Je pense qu'une société ne peut fonctionner que si un accord minimal s'opère sur des repères minimums. Le vouloir vivre en commun exige le respect d'un nombre minimal de normes. Je pense qu'il n'est pas très compliqué de se mettre d'accord sur ces normes. Et c'est autour de ça, je pense, que la laïcité a encore des conquêtes à opérer à l'étranger. Mais ces conquêtes, elles les opèrent. La singularité française, j'ai tendance à parler d'une antériorité laïque française. On a commencé peut-être avant les autres. Mais pour le reste, je pense qu'on n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit, parce qu'il y a des génies nationaux qui sont parvenus. Je cite simplement un exemple, enfin pas pour jouer les cuistres, mais il y a chez certains l'idée que l'islam serait incompatible avec la laïcité. Je pense que toutes les religions ont le même problème. L'islam n'est pas plus indigne ou digne qu'une autre religion. Sachez par exemple qu'un pays comme l'Indonésie, qui est le plus grand pays musulman du monde, méfiez-vous de l'équation, musulman, arabe, terroriste, ça ne veut rien dire. C'est de la crapulerie, cette équation. Donc le plus grand pays musulman au monde est l'Indonésie. Or l'Indonésie pratique une forme de tolérance religieuse étonnante. L'Indonésie est aujourd'hui quasiment dans la situation de la France lors du Concordat. Il y a 5 cultes reconnus en Indonésie qui ont des droits identiques, dont l'islam, bien évidemment. L'islam sunnite, qui est la religion majoritaire. Alors, est-ce que c'est bien que l'Indonésie soit un pays quasiment concordataire? Il ne l'est pas, bien sûr, puisqu'il ne peut pas y avoir de concordat en pays d'islam. Il n'y a pas d'église sunnite, mais la pratique est une pratique qui est celle qui était la nôtre il y a un siècle. Il n'y a pas d'incompatibilité. Même parfois, c'est beaucoup plus dramatique, parce que ça veut dire que nous confondons les mots avec les pratiques. C'est pas parce que le terme laïque est à débusquer quelque part qu'on est en présence d'une réalité laïque. Méfions-nous des logiques soit d'exorcisme, soit d'incantation. Par exemple, tous les pays d'Afrique subsaharienne
ont une constitution dont l'article 1er est le décalque de l'article 1er de la Constitution française. Sachez par exemple que le Mali, encore aujourd'hui, est une république démocratique, indivisible, laïque et sociale. Le Mali. Je ne pense pas qu'il soit indivisible, hein, ou alors on le saurait. Je ne suis pas sûr qu'il soit laïque. Je sais qu'il n'est pas démocratique. Et la dimension sociale, allez voir sur place, vous verrez que c'est... Allez faire un tour à Bamako, vous apercevrez que c'est pas une évidence absolue. Donc, attention, les mots sont les mots. Évitez de confondre les mots MOTS et les mots MAUX. Enfin, on n'est pas dans le même ordre. Et les mots MOTS ne résolvent pas les mots MAUX. Ce sont les combats, ce sont les idées, ce sont les convergences de convictions. Oui, moi je vais revenir là sur l'anti-balayage. Je crois qu'effectivement, il y a aujourd'hui un grand problème dans notre société qui concerne les outils permettant de comprendre les situations. Et sur ces questions-là, il est clair que les médias ont une responsabilité considérable, pas unique, mais considérable, parce qu'aujourd'hui, la vocation essentielle des médias, mais il se défendra ensuite par rapport à sa corporation, mais je crois qu'aujourd'hui, immédiatement, il faut souligner ce qui ne va pas. C'est-à-dire que quand une mesure est positive, on s'ingénie à trouver qu'est-ce qu'il y a de négatif dans la mesure positive. Et c'est immédiatement ce qu'on met en avant. C'est-à-dire que toute une série d'activités qui se font, des fourmis du quotidien, de la culture, qui font, comme disait Jean-Michel, dans les quartiers, toute une série de choses extraordinaires. Personne n'en parle jamais. Il suffit qu'il y ait un incident ici ou là pour que immédiatement ça fasse la une des médias. Et je pense que là-dessus, il n'y a pas le recul qui est tout à fait nécessaire. Mais aussi, si les médias ont une responsabilité, je crois, tout à fait considérable, nous avons aussi une responsabilité. Hier, l'éducation populaire, au siècle dernier, ou le siècle d'encore avant, l'éducation populaire a contribué justement à ce que la République soit enseignante, soit éducatrice. Et à travers les activités associatives, il y avait un prolongement de l'activité du service public d'éducation au niveau des cours scolaires, des activités éducatives autour de l'école, des bibliothèques, etc. Il y avait tout un accompagnement qui était réel et efficace. Aujourd'hui, je pense qu'il y a deux secteurs sur lesquels on ne pèse pas suffisamment, c'est les médias. Or, les réseaux sociaux, vous savez, ça fonctionne, le Twitch, etc. Donc là, c'est des outils Internet, c'est des outils qui sont à notre disposition, qu'on ne sait pas forcément suffisamment utiliser pour justement répandre la bonne parole. Et puis, c'est l'économique. Il y a aujourd'hui des grands clercs qui vous expliquent la pensée unique, etc. Donc je ne développe pas, mais sur ces deux chantiers, il me semble que le secteur éducation populaire est en retard, il a un travail considérable à faire. Sur le communautarisme anglais, j'ajouterai par rapport à ce qu'a dit Jean-Michel que la question qui nous est posée, c'est, encore une fois, comment on concilie pluralisme et démocratie. Bon, le communautarisme, encore qu'il faudrait nuancer la vision qu'on peut avoir du communautarisme en anglo-saxonne. Mais quelque part, effectivement, les communautés ont des droits spécifiques, ce qui n'est sûrement pas le cas dans notre pays. Et je pense que demain, il n'y a pas de risque qu'on dérive vers ce communautarisme juridique où les communautés auraient des droits spécifiques et que les gens, en faisant partie, seraient obligés d'obéir à ces droits, même s'ils dérogent par rapport à leurs convictions et par rapport aux droits communs. Par contre, sur toute une série de questions, mais comment on gère les choses ? Et alors, les Anglais ont effectivement des difficultés majeures par rapport à la gestion de l'immigration, mais pas plus, pas moins que nous. C'est-à-dire que notre réponse de traitement des citoyens ayant des droits égaux n'est pas une réponse suffisante si elle n'est pas accompagnée d'une démarche idéologique. Et je pense que dans la laïcité, il y a à la fois le respect d'un cadre juridique, mais il y a aussi de mettre en valeur une philosophie politique. Et par rapport à ça, je pense qu'on a intérêt à regarder un petit peu autour de nous. Bon, d'abord sur l'antériorité. Je nuancerai un petit peu ce qu'a dit Jean-Michel, parce que ce n'est pas la France qui a l'antériorité du débat laïque, c'est la Belgique. Les Belges, aussi bien pour l'éducation populaire que pour la franc-maçonnerie, étaient à l'avant-garde de la France par rapport à la laïcité. 2 ans pour la Ligue d'enseignement, mais pour le Grand Orient. Bon, enfin bref, les Belges, et par rapport à ça, au milieu du 19e siècle, en gros, les laïcs français et les laïcs belges étaient rigoureusement sur la même position. C'est-à-dire que l'aspect philosophique, politique, était aussi important que l'aspect juridique. La différence aujourd'hui, c'est que la France a gagné politiquement. Les républicains sont arrivés au pouvoir et ont imposé la laïcité comme cadre juridique, donc comme un bien pour tous.
les Belges n'ont pas gagné politiquement. Donc c'est resté un courant philosophique qui contribue, mais qui ne dispose pas d'un cadre juridique lui permettant d'en faire un bien commun. Donc il en fait un pilier, puisque dans le système belge, c'est un des piliers au même titre que telle ou telle religion. Il faut s'interroger. La laïcité en France est un bien commun pour tous, moyennant quoi l'aspect philosophique, militant, s'est un petit peu affaibli. Et par rapport aux Belges, on voit bien que sur le mariage pour tous, ça fait plus de 10 ans qu'ils l'ont opté. Sur mourir de la dignité, c'est déjà fait, alors qu'en France, le débat n'est même pas entamé. Donc bref, il faut, je crois, qu'on s'interroge sur comment concrètement on met les choses en œuvre. Et il me semble que l'éducation populaire a un vrai chantier sur justement quelles sont ces libertés nouvelles à conquérir. Mais encore une fois, c'est pas simple. Et méfions-nous de voir des a priori, des préjugés sur telle ou telle position, aussi bien en interne que par rapport aux pays voisins. Donc il y a quand même des désaccords entre eux. Hein. Il a bien dit, Jean-Michel, la Belgique, c'est 2 ans avant. Hein, attention. Oui, alors. La Ligue belge de l'enseignement est née en 1864, mais l'antériorité, je la situais dans un espace national et non pas simplement associatif. L'antériorité, pour moi, était liée au 26 août. Oui, ils cherchent à masquer leur désaccord. Alors, oui, donc, et bien sûr, bon, je suis dans un média qui est une radio associative dont je tairai pudiquement le nom, mais bien entendu, l'effet de lentille, je ne l'ai jamais fait en 30 ans. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Bon, je ne le fais pas. L'éducation, me semble-t-il, se fait maintenant beaucoup en dehors des réseaux éducatifs. Hein, et à une vitesse exponentielle presque. La télé, hein, d'abord, a formaté une génération en 30 ou 40 ans, et maintenant les réseaux sociaux. Alors, c'est une autre... là, hein, vous disiez qu'il y avait un retard, il y avait quelque chose. Les enfants passent plus de temps. Oui, voilà. Et ça va vite, ça bouge très vite. C'est la vérité. Donc on fait des... Nous avons encore... Je vous remercie, je ne m'attendais pas Nous avons un gros quart d'heure, nous avons 20 minutes. Nous avons 20 minutes. Je vous remercie. En fait, j'ai bien fait d'attendre puisque M. Tournemire a répondu en partie à la question que je voulais, sur laquelle je voulais revenir, qui est celle du devoir de la République, de ce devoir d'être éducatrice. Elle peut effectivement être éducatrice dans la mesure où elle garde la relation, le contact et la communication avec le terrain, c'est-à-dire avec l'éducation populaire. Et c'était là-dessus où je voulais quand même pointer un petit peu plus la discussion, parce que l'éducation populaire, qu'en est-elle aujourd'hui dans notre structure sociale actuelle? La logique d'émancipation et celle de l'affranchissement des esprits. Quand vous voyez la pauvreté au niveau associatif, au niveau des syndicats qui ne représentent, j'allais dire, que leur puce, puisqu'il n'y en a plus, et par rapport au tissu associatif qui n'est pas, je veux dire, qui ne sont pas des interlocuteurs tels qu'ils devraient être face au pouvoir politique. Et ça, c'est important parce que c'est un enjeu aussi. Vous parliez des médias, mais je trouve qu'il y a des contrepoids dont on ne prend pas assez compte. C'est justement donc tout ce travail de fond, de terrain, qui est très important et qu'on ne sait pas aller chercher. Voilà. Alors, quelles sont les propositions que vous pourriez faire à ce sujet ? Je vous remercie. Et la parole à la révolutionnaire, là-bas. Une bretonne, non? C'est un... Non. Alors, messieurs les intervenants, je vais me permettre une remarque irrévérencieuse. Et quand on a comme fonds de commerce, et c'est le cas ici, la démocratie, donc un des éléments de la démocratie, c'est effectivement la circulation de la parole, que ceux qui sont dans cette salle puissent s'exprimer. Donc je vais essayer de le faire de façon brève. Mais je trouve aussi que souvent, les messieurs ont beaucoup tendance à garder la parole. Mais je crois que c'est une expérience que beaucoup de femmes autour de moi ont. Donc je vais essayer d'être brève.
Donc, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons tous, et les Français ont beaucoup, la mémoire courte. Que les Français ont la mémoire courte. D'aucuns se souviendront peut-être que quand les vagues d'immigration italienne sont arrivées en Provence, à la fin du siècle, au début du siècle, non, à la fin du 19e, au début du 20e, ça a donné lieu à des choses très violentes, parce que c'était les Christos, et ça a donné des choses similaires ailleurs. Donc la défiance par rapport aux nouvelles couches d'immigration, ben, elle n'est pas neuve. Il y a aussi l'histoire dont on pourrait parler du rapport entre les Juifs qui étaient depuis longtemps en France et les nouveaux qui sont venus au début du XXe siècle et les traitements différents qu'ils ont subis au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, on a souvent la mémoire courte. Alors je voudrais dire aussi une troisième chose. Je n'arrive pas à me persuader que le mariage pour tous soit une grande conquête. Je vais vous dire pourquoi. Mon expérience, c'est... moi, je suis une famille nombreuse. Ma fratrie aînée manifestait, faisait des manifestations non violentes contre la guerre d'Algérie. Moi, j'ai manifesté contre la guerre du Vietnam. Ma dernière manifestation, ça devait être en 2002, au moment de l'élection Chirac-Le Pen. Et je fais partie des gens qui ont milité pour que les Français n'aillent pas s'abstenir, qu'ils votaient Chirac. Donc une de mes idées, c'était j'ai pas envie d'une France où, à cause de l'abstention, le vote Le Pen représentera 40%. J'essayais de convaincre avec cet argument-là. Et je me souviens aussi de l'époque où personne ne voulait se marier, à part quelques prêtres. J'ai dit. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, ce qui a été dit à propos des associations. Je crois qu'actuellement, il y a un grand effort qui est fait pour écouter les associations. À Toulouse, par exemple, la déléguée à l'égalité homme-femme a créé des commissions extra-municipales où sont invités des représentants de plusieurs associations œuvrant pour l'égalité homme-femme au niveau des droits. Eh bien, c'est fort intéressant parce que nous avons une sous-commission, j'en fais partie en tant que présidente d'une association, et nous avons 3 sous-commissions, une pour l'éducation à l'égalité, où nous mettons en application les expériences faites préconisées par la ministre des Droits des Femmes sur l'égalité apprise dès la maternelle et école primaire. Eh bien, c'est fort intéressant parce que chacun donne son avis. Je dis bien chacun parce qu'il y a aussi des hommes dans ces commissions. Et la municipalité en tient compte. Nous avons signé une charte, par exemple, pour l'éducation dans le sport, pour que les terrains de foot ne soient pas envahis par les garçons et que les filles se contentent de faire les pom-pom girls sur le bord. Et beaucoup d'associations de Toulouse ont signé cette charte. Donc je pense que les associations, il y a de nombreuses associations qui œuvrent pour, parce que l'égalité est quand même une conséquence de la laïcité, et c'est fort intéressant. Enfin, voilà, je voulais dire qu'il y a des efforts faits, et la ministre des Droits des Femmes reçoit plutôt des représentants des associations avant de lancer quelque chose. Voilà, j'ai dit.
Je vais essayer de faire très court et de rebondir un peu sur la vie associative en général. C'est peut-être un peu comme la météo. Il y a la température réelle et celle qui est ressentie. Je vous trouve au pupitre, peut-être parce que je parle aussi au nom d'associations de femmes, plus optimiste que ce que nous, on trouve sur le terrain. Je parle notamment du travail que font les associations auprès des femmes dans ce qu'on appelle les quartiers ou les banlieues. On trouve une fréquentation moindre, malgré les actions qu'on met en place, notamment vers l'intégration, les luttes contre les discriminations. On a beaucoup de jeunes filles qui sont plutôt à la cuisine les samedis, dimanches que permises de venir nous fréquenter lorsqu'on fait des ateliers, par exemple d'initiation à la danse hip-hop. Je ne sais pas si c'est lorsqu'on voit une jeune femme en niqab dans le métro, c'est sûr que c'est un exemple, mais il frappe les esprits. Et il y a certains endroits, sur Toulouse notamment, ou dans ces quartiers, on a l'impression d'être plutôt dans le communautarisme. Et ceci m'amène à ma dernière question, qui est un peu provocatrice. L'éducation populaire, oui, mais n'est-ce pas un constat d'échec par rapport à une éducation qui serait prise en charge par l'État et qui donnerait une vraie cohésion sociale, éducative? Ne laissons pas nos associations et cette éducation populaire prendre lieu et place lorsqu'on a besoin d'un discours peut-être et de moyens plus avérés. J'ai dit. Encore, il nous reste 9 minutes, donc je dirais 3 minutes pour quelques questions et 3 minutes pour une réponse conclusion. Bonjour messieurs, j'ai une question un petit peu pour les deux intervenants et puis pour compléter la question de madame. Madame nous disait que l'éducation était certainement pas allée assez loin dans la façon dont elle pouvait amener les jeunes à s'émanciper, puisque vous l'avez rappelé, la laïcité est une liberté. Donc une question pour Jean-Michel Duconte, le juriste. Est-ce que le droit, lui, n'est pas allé trop loin ? Je pense notamment aux réticences du Conseil d'État lors du vote de la loi de 2004 sur laïcité et éducation. Est-ce que le cadre juridique composé de la loi du 9 décembre 1905 et de la Constitution disant que la République assure le libre exercice des cultes ne suffisait pas ? Et donc, est-ce que l'éducation, en tant qu'apprenant aux jeunes ce qu'est la République et le contrat social, elle n'est pas allée, n'a pas trop donné les moyens aux jeunes de comprendre ce qu'était la laïcité et donc d'être totalement libre dans l'espace social. Est-ce que donc le droit n'est pas trop liberticide et l'éducation pas assez ? Oui, et moi j'aimerais soulever une chose qui me paraît importante aujourd'hui. Il est vrai que l'éducation a été émancipatrice, mais depuis un certain nombre d'années, l'éducation, notamment dans le monde associatif, est devenue un secteur marchand. Et donc, de nombreux enfants, malheureusement, sont privés de cette éducation. Et ce qui serait fort important aujourd'hui, parce qu'on constate dans l'air ambiant, dans la rue, une zizanie. Moi qui, personnellement, je ne veux pas dire que cela m'effraie, parce que le mot serait un peu fort, mais qui est fort inquiétant. Une zizanie identitaire, et il n'y a pas que la couleur de peau ou la religion. C'est une vraie zizanie, un amalgame socio-professionnel, etc. Et là, l'éducation a un rôle vraiment à jouer pour retrouver vite, très
très vite l'intérêt général et bien sûr toujours notre idéal laïque. Simplement, ça n'a rien à voir. J'aurais souhaité avoir votre avis sur l'évolution de la laïcité en Turquie actuellement. Oui, sur les 3 ou 4 questions. Sur les associations d'abord, il n'y a jamais eu autant d'associations ni autant de bénévoles qu'aujourd'hui. Et ça augmente sans arrêt. Donc contrairement effectivement là aussi à ce qui se dit, il y a le ressenti dont parlait madame, et puis il y a la réalité qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'activités associatives et autant de générosité, de militantisme, de bénévolat. Et heureusement que c'est comme ça. Imaginez si ce n'était pas le cas. Dire que la Belgique, je parlais tout à l'heure, elle a passé 1 an et demi sans gouvernement, et les choses se sont passées à peu près correctement. La France ne pourrait pas vivre 3 mois sans association. Si les associations disparaissaient demain matin, il n'y a qu'une série de pans entiers de la société qui ne pourrait plus fonctionner. Donc heureusement qu'il y a cette vie associative. Aujourd'hui, elle manque un petit peu de moyens et puis elle a réussi à se redéployer. Hier, on s'engageait dans une association et c'était pour sa vie tout entière. Aujourd'hui, les gens ils veulent mesurer un petit peu les effets. C'est plus, on ne s'en bat pas pour la fraternité éternelle, mais pour un engagement plus concret dont on peut mesurer les effets. Et bien sûr, ça nécessite que l'éducation populaire s'adapte aussi à ces engagements. Donc il faut effectivement aussi que l'État donne les moyens nécessaires à ce. Il faut que l'État, au sens général du terme, y compris les collectivités territoriales, et c'est vrai qu'en situation de crise, la tendance des pouvoirs publics en général, quelle que soit par ailleurs leur appartenance politique, c'est de commencer par réduire sur ces moyens-là. Or, je pense qu'il y a nécessité effectivement de souligner qu'il y a des besoins particuliers. Sur l'immigration, vous avez raison de souligner que ça n'a jamais été simple. Et qu'effectivement, dans ce pays, le traitement des immigrés n'a jamais été cette voie royale et humaniste que certains voudraient décrire aujourd'hui. Simplement, le problème se posait beaucoup moins qu'aujourd'hui par rapport à la 2e, la 3e génération. Et on a effectivement un vrai problème là aussi, c'est-à-dire qu'hier, on assimilait. Et les immigrés, ils avaient simplement qu'à se plier dans les modèles dominants de l'accueillant. Aujourd'hui, ils veulent aussi exister en tant qu'accueillis et il faut qu'on gère correctement. Et ce n'est pas simple, effectivement, de savoir comment on peut reconnaître ces singularités, ces différences, sans pour autant mettre en question l'intérêt général, l'idéal commun. Et là, il y a un vrai problème sur lequel on doit s'affronter. Sur le fait qu'il faut lier éducation générale, enfin, scolaire, disons, et éducation populaire, vous avez raison. Effectivement, aujourd'hui, l'aspect d'éducation populaire ne peut être qu'un accompagnement, un accompagnement tout au long de la vie, en luttant, certes, contre toutes les dérives marchandes. Vous savez qu'aujourd'hui, le marché de l'angoisse scolaire est le marché le plus florissant. On était avec Jean-Michel au Salon de l'éducation là, ces derniers jours. Le nombre d'écoles multiples et diverses qui viennent vendre effectivement leurs produits. Et puis Academia, une société cotée en bourse qui progresse sans arrêt. Donc aujourd'hui, effectivement, par rapport à l'angoisse de la réussite scolaire, c'est devenu un vrai marché qui exige que l'État, mais aussi les associations, se positionnent tout à fait correctement. Et par rapport à ça, il y a des fonctions complémentaires. Je trouve tout à fait excellent que le ministère de l'Éducation nationale ait cru nécessaire de réaffirmer une série de principes. Et la diffusion dans les écoles d'une charte de laïcité me paraît être une très très bonne mesure, de même que, même si c'est peut-être compliqué, il faut avoir les contenus et les méthodes, mais l'enseignement laïque de la morale est aussi nécessité pour concilier effectivement le respect des droits individuels avec les exigences d'un devoir pour l'intérêt général. Ce qui suppose, et je terminerai par là, que nous soyons, et nous avons ici, par rapport à nos spécificités, à vraiment à tenir bien ces deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire que dans une société qui est forcément plurielle et diverse, on ne peut pas ne pas reconnaître les singularités. Parce que ces singularités, si elles ne sont pas reconnues, elles ne peuvent déboucher que dans l'affrontement. Donc il faut effectivement accepter
et de l'accepter de façon tout à fait positive, comme une valorisation de l'intérêt général, qu'il y ait des singularités, qu'il y ait des différences, et que ça participe d'une construction commune. Et que par rapport à ça, la France est tout à fait révélatrice de si on reprend toutes les générations qui ont construit ce pays, historiquement. Il est clair qu'il y a une nécessité de participer de ça. Mais en même temps, il faut tenir l'autre bout. C'est-à-dire qu'il faut construire un destin commun. Et pour construire un destin commun, il faut des valeurs partagées. Et pour avoir des valeurs partagées, il faut envie de construire des choses ensemble. Et il faut qu'on crée les conditions du rassemblement permettant le respect d'une liberté pour chacun avec la compatibilité des libertés pour tous. Jean-Michel, une réponse conclusion. Oui. Alors, deux réponses à des questions précises et ensuite deux, trois mots de conclusion. Le rapport du droit à la laïcité, question intéressante. Moi, j'ai tendance à considérer que le recours à l'ordre public est par principe une capitulation. Et je me réfère souvent à une formule de Voltaire autour de la question de la censure, et qui disait que les censeurs, donc ceux qui interdisaient un propos, un livre, une expression, c'était des personnes qui n'avaient pas l'intelligence ou la capacité suffisante pour répondre à l'argumentation qui était présentée. Et donc méfions-nous des logiques d'interdiction parce que, d'une part, elles interrompent la capacité à débattre, puisqu'on ne débat plus de ce qui est interdit, et en même temps, elles sont révélatrices d'une incapacité d'une société à s'affronter à des réalités parfois un peu complexes. Donc oui, alors, la question de 2005 est intéressante puisqu'il y a l'amont, le présent et l'aval. L'amont, c'est une position extrêmement subtile du Conseil d'État que je continue de défendre en disant en clair, le principe c'est la liberté. Ensuite, essayons de voir si parfois il est nécessaire d'organiser des modalités selon lesquelles des limites peuvent être posées à cette liberté. Il y a ensuite le débat public qui s'est un petit peu emballé, rapport de la commission Stasi et vote de la loi de mars 2004 sur l'interdiction du port de signes d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. Première remarque là-dessus, on change le vocabulaire. Le Conseil d'État dit on interdit ce qui est ostentatoire, le législateur dit on interdit ce qui est ostensible. Alors c'est différent. Le Conseil d'État veillait à interdire ce qui, dans le comportement de celui qui portait un signe, était de nature à troubler la paix publique. Le législateur se limite à interdire ce qui est visible. Disons qu'on s'intéresse à ce qu'il y a sur les têtes, pas dans les têtes. Alors le Conseil d'État était plutôt attentif à ce qu'il y avait dans les têtes, l'ostentatoire. Et il y a l'après. Bien sûr qu'il n'y a plus aujourd'hui de voile dans les écoles, certes. Mais vous n'avez pas remarqué qu'il y a de plus en plus de voiles dans la rue ? Ce qui veut dire qu'il y a une compensation qui s'est faite, mais par amplification. Ce qui veut dire que ce qu'on ne peut pas faire quelque part, on ne le fait pas, donc on accepte l'interdit, on l'intériorise, mais on fait ça ailleurs. Et il y a un deuxième élément qui est l'alimentation de l'enseignement privé qui n'est pas soumis à ce type d'interdiction. Donc quel est le degré de victoire qu'on a obtenu ? Moi, ce qui m'intéresse en permanence, c'est l'opérativité dans le long terme des décisions que l'on peut prendre, et non pas les capitulations devant les aboiements d'une partie de l'opinion publique. Sur la question de la Turquie, je pense que la Turquie n'a jamais été un pays laïque. La Turquie est un pays qui a été occidentalisé par Mustafa Kemal, qui avait connu, en amont d'ailleurs du kémalisme, des avancées importantes à partir du milieu du XIXe siècle. Ce qui s'est fait entre 1850 à peu près et 1920 est sûrement aussi important, sinon plus, que ce qui s'est fait à partir de 1920. Mais ça, il faut faire un petit peu d'histoire pour le comprendre. Mais c'est un pays qui n'a jamais été sécularisé. Et c'est un pays au sein duquel se pratique un islam sunnite d'État, puisque les imams sunnites sont payés par l'État sous l'autorité des premiers ministres. Les Alevis, par exemple, qui sont une minorité musulmane, sont discriminés. Les religions minoritaires sont discriminées. Donc c'est pas un pays laïque. Un pays laïque est un pays qui accepte que chacune des pratiques religieuses puisse se développer. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est finalement le retour du refoulé. Et ça, c'est un constat que je trouve, non pas rassurant, mais qui mérite de nous interroger. Est-ce qu'on peut avoir une laïcité sans démocratie ? Ce qu'a tenté le kémalisme,
c'est l'occidentalisation à marche forcée dans une société qui n'en voulait pas, ou qui était rétive. Vous desserrez la contrainte autoritaire, vous avez le retour du refoulé. Ce qui se joue en Turquie aujourd'hui, c'est ce qui s'est joué en Pologne, c'est ce qui se joue en Albanie, c'est ce qui se joue dans tous les pays où on pense que c'est ce qui se joue en Irak, c'est ce qui se joue en Syrie, c'est ce qui se joue en Tunisie. Lorsque on considère que la contrainte politique est le seul outil, le seul maigre outil qu'on ait à sa disposition pour faciliter la gestion de la diversité religieuse, on court le risque d'un retour du refoulé. Et c'est ce que vit la Turquie aujourd'hui. Je dirais que malheureusement, c'est la démonstration par l'absurde de ce qu'il ne faut pas faire en matière de laïcité. La laïcité, c'est une conviction à développer au sein d'une société sur une base démocratique. Alors je terminerai sur le lien que certains d'entre vous ont établi dans le cadre de leur question entre laïcité et éducation populaire. Je pense que c'est intéressant parce que beaucoup des questions, c'est des questions, j'en suis très heureux que la Ligue s'est posée, puisque le salon de l'éducation qui est organisé par la Ligue de l'enseignement, la thématique de cette année, c'était l'égalité femmes-hommes, avec une présence très forte de Najat Vallaud-Belkacem, qui est restée pendant très longtemps. Le dernier congrès de la Ligue de l'enseignement, Nantes, juin 2013, c'était l'actualité de l'éducation populaire. Comment aujourd'hui peut-on tirer les conséquences de certaines des insuffisances de l'éducation populaire? Alors, je serai très rapide dessus. Je pense qu'il faut que nous repartions à la conquête du politique. Je pense qu'il faut que l'éducation populaire redevienne une force politique. Je pense qu'aujourd'hui, les partis politiques, dans la construction qui a été la leur au cours du XXe siècle, ont épuisé l'essentiel de leur capacité à produire de l'idéologie. Les partis politiques sont des instruments de reproduction des élites. Je ne sais pas que ce soit bien ou que ce soit mal, mais la part idéologique qui, au XIXe siècle, a été la nôtre, au XIXe siècle, il n'y avait pas de parti politique. Qui est-ce qui a construit la France républicaine? C'est les mouvements d'éducation populaire. Les mouvements d'éducation populaire ont considéré pendant un certain temps qu'ils devaient entrer dans la gestion et laisser aux partis politiques la fonction de production de la pensée, de l'idéologie. Je pense que ça a été, pas une erreur, ça a été un moment dans l'histoire. Nous devons rester compétents dans la gestion de ce que nous avons envie de gérer. Nous devons redevenir offensifs dans l'éclairage idéologique de ce que nous considérons comme de nature à être pensé démocratiquement. Et je pense que demain, le retour de l'éducation populaire au centre de la société française démocratique républicaine, ce retour s'opérera par précisément la reconquête d'une fonction idéologique des mouvements d'éducation populaire. Nous serons les acteurs du nouveau bloc hégémonique qui devra se constituer. Et ce bloc hégémonique passe, entre autres, dans sa constitution, par une capacité extrêmement forte à dénoncer les dérives actuelles qui font que lorsqu'on est incapable de penser, on fait appel au droit. Alors j'en parle d'autant plus facilement que je suis juriste, donc là je joue en quelque sorte contre mon fonds de commerce intellectuel, mais en même temps je pense qu'il faut savoir aussi que mon fonds de commerce est un appareil idéologique d'État, et que si on n'a pas cette conscience particulière, et qu'on considère que le droit par exemple, ou d'autres normes, sont des éléments venus de je ne sais où, de je ne sais quelle planète, surplombant au-dessous d'une société, on a tout faux. D'où l'intérêt précisément de refaire de la politique, de refaire de l'idéologie. Il ne faut pas avoir honte. La science des idées m'a toujours paru être une science intéressante. Elle participe de la philosophie. Et ce sera un petit peu le débat tout à l'heure sur le bien commun. Je pense qu'il ne peut y avoir de bien commun construit que fondé sur une réflexion extrêmement forte sur les objectifs que l'on donne aux actions publiques qui peuvent être à un moment ou l'autre mises en œuvre dans une société. Donc ne mettons pas notre drapeau dans notre poche, ressortons-les de la façon la plus évidente possible et confrontons, fût-ce de façon brutale et ouverte, les convictions qui sont les nôtres. C'est de là que ressortira une société enfin devenue adulte. Merci à tout le monde. Merci Jean-Michel Ducomte, merci Pierre Tournemire, merci à la salle pour son attention, pour les questions et pour les points de vue qui ont été exprimés, qui ont nourri le débat. Et enfin, merci à moi-même qui ai si bien modéré ces importants conflits qu'il y avait à la table.